suivez le personnage. Mais l'idée était aussi de vous montrer ce que peut être une femme pendant la période Empire, puisque Charles-Éloi l'a bien montré, on les imagine à la maison et s'occuper des enfants. Mais en fait, il y en a beaucoup qui ont fait autre chose et qui ont utilisé le fait d'être à la maison et de s'occuper des enfants pour en devenir une arme politique également et pouvoir prendre une place. Le préalable, bien sûr, c'est Caroline Murat, sœur de Napoléon Bonaparte, et elle dira même en 1830 au poète Méry, qui est un poète qui l'a suivi à Florence, « Je porte deux noms dont je suis fière. Je suis la sœur de Napoléon et la femme de Murat. Le titre de votre pièce, puisqu'il était en train d'écrire une pièce, doit être Bonaparte et Murat. » Et toute sa vie va être liée à cela. On a entendu entre les problématiques avec son frère et son mari. Et c'est en ça aussi qu'il est intéressant de découvrir le personnage. Et encore plus, dans cette période où la méritocratie militaire est un peu le maître mot, eh bien, on aura beaucoup de testostérone, et bien, c'est bien de voir qu'il y a aussi des femmes de tête, mais il y a aussi des femmes de cœur en même temps. Alors, déjà, qui est Caroline Murat ? Le personnage d'une très grande fratrie. Je ne pouvais pas passer à côté, et j'aime bien surtout qu'on remarque que Napoléon, qui est quand même le chef de famille, on l'oublie souvent, mais il n'est pas l'aîné. Il a pris le lead sur son frère Joseph, qui sera roi de Naples et roi d'Espagne. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que chacun aura un rôle, chacun aura un royaume, et surtout, seule Caroline sera reine en tant que telle, et on en parlera un petit peu plus loin. Mais elles passeront leur temps à se comparer entre Élisa, Pauline et Caroline, bien sûr. Elle est l'avant-dernière, et le seul qui va rester et vivre également le Second Empire est bien sûr le petit dernier, Jérôme. Alors, en fait, l'enfance de Caroline Murat est assez simple. Elle est l'avant-dernière née de la fratrie. En effet, comme l'a dit Charles-Éloi, pour ceux qui ont écouté la conférence juste avant, elle n'a très peu connu Napoléon, puisqu'il était déjà parti faire ses études quand elle est née, et puis elle va vivre un certain nombre de pérégrinations. Il faut penser qu'elle va devenir importante, du moins avoir une place et être une jeune fille, quand son frère va commencer lui-même aussi à prendre de l'ampleur. Donc elle n'a pas connu la période avant. Elle va être formée, on le voit à droite, chez Madame Campan. Madame Campan, c'est la femme de chambre de Marie-Antoinette qui va monter une maison d'éducation que Napoléon va soutenir. Et il va souhaiter que sa sœur, qui arrive à peine, qui a habité en Corse puis à Toulon, qui parle un mauvais français, qui au départ ne s'appelle pas Caroline, mais Maria Annunziata, son nom de naissance est Maria Annunziata, il va vouloir qu'elle s'appelle Caroline et qu'elle soit formée à Madame Campan. Elle n'aime pas du tout les études, elle s'y ennuie beaucoup, car elle aime les balles et elle a envie de danser. Et surtout, elle rencontre ce personnage au centre, Joachim Murat, qui, à l'époque, est un fabuleux, déjà un fabuleux général, on le voit ici, dans ses caractéristiques assez masculines, mais en même temps très, très douces. La fille de Joachim et de Caroline décrit par exemple son père, et je pense que c'est intéressant parce qu'on a toujours l'image de ce flamboyant cavalier très masculin, mais on oublie aussi qu'il avait une grande douceur. Alors, elle décrit très grande de taille et très fort. Murat, alors, avait la mâle beauté qui sied si bien aux militaires. Sa démarche assurée, son teint brun, ses traits fortement accentués, ses cheveux noirs comme le jet, auraient pu donner de la dureté à sa physionomie, si des yeux bleus d'une douceur extrême et un sourire charmant n'eussent révélé la tendresse et la bonté que se cachait sous cette soldatesque apparence. Donc il faut se souvenir que c'est aussi un homme au grand cœur qui va beaucoup s'occuper de ses enfants. J'ai placé également Hortense de Beauharnais, qu'on a évoqué tout à l'heure, puisque ça va être la compagne chez Madame Campan de Caroline. Alors, elles vont se détester pendant toute leur vie, mais elles vont quand même rester très proches tout le temps de l'Empire, et elles vont partager des moments ensemble. Ce qui est important à savoir, c'est que quand Caroline va rencontrer Joachim, elle a 15-16 ans, il en a 30. C'est une histoire d'amour flamboyante, fabuleuse. Elle en est folle. Son frère Napoléon ne veut pas qu'elle l'épouse. Il vient lui conter fleurette sous les fenêtres de Madame Campan. Ça fait scandale et finalement, ils réussissent à se marier en 1800. Alors, on a dit beaucoup de choses, comme c'est une femme de tête de Caroline, on a dit beaucoup de choses, comme quoi elle avait trompé son mari, tout ce qu'on veut. On a dit la même chose de Murat.
je pense qu'il faut, un, remettre les choses dans un certain contexte, et deux, souvent quand les femmes prennent beaucoup de pouvoir, il faut bien qu'on leur trouve beaucoup de défauts. Alors, juste une généalogie pour qu'on comprenne que de la famille Bonaparte, vous avez Caroline et Joachim qui vont naître 4 enfants. Achille, qui n'aura pas de descendant mais qui va épouser la nièce de George Washington, Lucien, et vous avez ensuite tous les descendants jusqu'au prince de Pontécorvo, le prince Murat, le prince de Pontécorvo, les chefs de famille actuels. Une autre généalogie qui est intéressante, tous les petits de couronne montrent les liens avec toutes les têtes couronnées d'Europe. C'est une famille qui est liée à toutes les têtes couronnées d'Europe. Donc voilà, c'était juste un petit rappel pour se souvenir que finalement, d'un fils d'aubergiste et d'une jeune fille née à Ajaccio, on a des liens aujourd'hui avec toutes les familles d'Europe. Alors, Caroline, qui est-elle exactement? Alors, c'est une personnalité qui va se faire représenter un nombre de fois incalculable, et très souvent par Gérard. J'aime beaucoup cet élément-là, j'en ai mis que 3, mais il y en a au moins 5 ou 6 identiques. Et en fait, d'un portrait, au départ, qui est le portrait avec ses 4 enfants, qu'on verra plus loin, elle a fait faire, répliquer et diffuser son image. Le rôle de l'image est extrêmement important, et il n'y a pas de femmes autant représentées que Caroline, et peu autant représentée qu'elle. Alors, on a... Pour savoir qui elle était, Napoléon, en exil à Sainte-Hélène, dira: la reine de Naples, donc Caroline, avait longtemps passé dans la famille, dans son enfance, pour être une bavarde et une sans soin. Donc déjà, on part pas forcément très positivement. Et il rajoute: elle s'était corrigée, elle était devenue une femme capable. Et dans les mots de Napoléon, une femme capable, c'est vraiment un compliment. Chateaubriand, là aussi, dira d'elle: Madame Murat n'était pas un camée antique aussi élégant que la princesse borghese, donc sa sœur Pauline, mais elle avait plus de physionomie et plus d'esprit que sa sœur. À la fermeté de son caractère, on reconnaissait le sang de Napoléon. Si le diadème n'eût pas été pour elle l'ornement de la tête d'une femme, il eût encore été la marque du pouvoir d'une reine. Il est intéressant de voir qu'en fait, plusieurs mémorialistes et Napoléon lui-même vont répéter que c'est celle qui lui ressemble le plus. C'est-à-dire qu'elle ressemble à son frère, elle a le même esprit, et c'est une des raisons pour lesquelles ils seront en rivalité. Quand je parlais de stratégie du portrait, voilà un exemple encore de duplication d'images. On en a énormément, je ne vous mets pas toutes. Là encore, à chaque fois, c'est Gérard, avec ses 2 premiers enfants. Ce tableau est resté dans la famille, dans la descendance italienne. Et puis 2 tableaux, une dans le château de Neuilly et une descendant l'escalier de l'Élysée. Elle va se faire représenter dans ses résidences. Et c'est ça aussi qui est important quand je parlais du fait qu'elles ont un monde domestique. Ça va être exactement sa manière de se défendre en créant des résidences qui vont être fabuleuses et qui vont permettre d'accueillir le tout Paris, puis ensuite le tout Naples. Et dernièrement, tous les exilés. Je ne suis pas très douée. J'ai toujours pas compris le truc, mais j'y arrive quand même. Pour reprendre la vie, tout simplement, ils vont gravir les échelons ensemble, Joachim et Caroline, avec une petite différence. Vous voyez Caroline au centre, représentée par Élisabeth Vigée-Lebrun. Elle était représentée par la portraitiste de Marie-Antoinette. Elle en était extrêmement fière. Elle est une des rares à avoir eu ce portrait. Il était commandé par Denon, pas par elle, mais elles vont avoir un rapport très compliqué. On la voit là représentée en Altesse impériale. Elle aura le type d'Altesse impériale que n'aura pas Joachim, ce qui va poser parfois quelques problèmes au tout début. Des moments de mise en place de l'étiquette, il est arrivé qu'elle puisse rentrer dans les salons des Tuileries, que lui soit arrêté à l'extérieur puisqu'il n'était que le mari de Caroline. Et puis, heureusement, son titre de maréchal d'Empire va lui permettre de rentrer à la cour, puis surtout de grand-duc de Berg et grande-duchesse de Berg, donc ce petit royaume qu'ils vont avoir en Allemagne en 1806.
Ce qui est important de montrer, c'est qu'elle va tenter aussi de trouver place dans la suite dynastique. Vous avez ici un tableau de Ducy, on a une petite esquisse au château de Sceaux, là c'est le tableau qui est à Versailles, et où on voit Napoléon, au moment un peu de crise de savoir quel va être l'héritier, avec les 4 enfants Murat et les enfants d'Hortense. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va placer ses enfants avec ceux d'Hortense. Vous avez d'ailleurs 2 femmes sur l'arrière qui sont Hortense et Caroline, qui regardent comment ça se passe. Et on remarque le grand, ici, Achille, qui porte le même uniforme que Napoléon. Elle va habiller son fils du même uniforme que Napoléon, pensant pouvoir rentrer dans la lignée dynastique. Je vais y arriver, pardon. Ce qui est intéressant sur ce tableau, c'est que le petit bébé qui est sur les genoux de Napoléon, c'est le futur Napoléon III. Et donc, c'est presque prémonitoire. En 1808, ils vont être nommés reine et roi de Naples. Alors, ce qui est intéressant de montrer, c'est que c'est vraiment un couple qui est roi et reine. On parle souvent de la régence de Caroline, mais on oublie qu'elle a fait écrire dans le traité de Bayonne, qui est le traité qui inscrit les Murat comme reine et roi de Naples à la place de Joseph. Elle a fait inscrire qu'elle était reine au niveau de son mari, et que si son mari décédait, elle reprendrait le trône. Elle était au-dessus de ses fils, donc au-dessus de ses enfants. Et ça, c'est extrêmement rare. Aucune autre reine de l'époque, ou au moins souveraine de l'époque, ont ce rôle et auront droit à ce rôle d'être reine et roi. Il y a tout un travail même de positionnement, et on le voit. Vous avez 2 portraits des enfants, des premiers enfants, Achille et Laetitia. Et ce qui est intéressant, c'est que Caroline est représentée, Achille est au pied de sa mère devant le palais de l'Élysée, quand la fille est au pied de son père devant Naples. Et donc on voit qu'ils légitiment tous les deux le pouvoir. On retrouve ici les 4 enfants et toujours Achille portant l'uniforme de Napoléon. Les descendants, la branche actuelle descend du petit Lucien, qui est le petit mignon devant en rouge, et qui dans tous les tableaux est en rouge. Il est souvent très joli. Et vous avez la grande fille qui porte un médaillon qui représente Napoléon. Donc il y a vraiment toute cette... on se place sous Napoléon, mais pour mieux progressivement s'en éloigner. Joachim s'est fait appeler le roi Joachim Napoléon. Alors, leur grande force, en fait, leur grande force et la grande force de Caroline, ça va être d'investir des résidences. Comme j'ai dit, il restait un monde domestique. Elle va investir des résidences extrêmement célèbres et qu'elle va acheter. Il y en a plus de 15 entre 1800 et 1839, sachant qu'il y en a moins le temps de l'exil. Mais à Paris, ils vont avoir 2 résidences. La première, l'hôtel de Thélusson, qui est cet hôtel particulier incroyable, construit au XVIIIe siècle par Claude Nicolas Ledoux en 1778, pour la famille Thélusson, et il restait plus que la veuve. Et il était tellement célèbre qu'on payait, en fait il était dans tous les guides de visite, et on payait pour aller le visiter dès la fin du XVIIIe siècle. Donc c'était un hôtel que tout le monde connaissait, il a été détruit malheureusement en 1824, et il a un système incroyable. Vous voyez une entrée par une grande arche, il y a ces éléments de colonnade, et surtout il y a un système que vous voyez là, le passage qui est sur le plan de droite, c'est un système pour que les carrosses puissent faire un tour complet sans avoir à repartir en arrière quand ils déposent les invités. Donc c'est vraiment une richesse incroyable, avec des espaces de réception qui sont au rez-de-chaussée, sachant que la partie carrosse est semi-enterrée. Et vous voyez sur la partie droite, cet hôtel est publié comme étant dans les plus belles maisons de Paris en 1801. Napoléon dira même en 1805 que c'est l'hôtel le plus élégamment arrangé de Paris. Donc il va y avoir tout un travail intérieur. Malheureusement, pour Caroline et Joachim, l'hôtel est trop petit pour d'immenses fêtes. Et il y a une fête, une soirée, où Napoléon est obligé de partir très tôt car il fait trop chaud, ça devient insupportable, et elle se dit ça n'est pas possible. Et donc ils jettent leur dévolu dès 1804. Ils ont acheté en 1802 l'hôtel Thélusson. Dès 1804, ils vont acheter, 1805, la signature et l'inauguration en 1806, le palais de l'Élysée. Il faut savoir que le palais de l'Élysée, le dernier propriétaire privé du palais de l'Élysée, c'est la famille Murat. Donc si on faisait une revendication par rapport à des biens, eh bien, il pourrait peut-être revendiquer l'Élysée comme étant un bien qui a été spolié par les régimes suivants. En tout
Ce sont les derniers propriétaires privés. On voit ici un plan. Il faut savoir que l'Élysée, c'est un hôtel particulier qui a été construit pour la Pompadour, enfin pas pour la Pompadour, mais qui a invité la Pompadour, construit par Armand-Claude Mollet, et qui était un petit hôtel simple. Ils vont rajouter ce que vous voyez à droite sur le plan, une grande salle de réception. Dans toute leur résidence, ils rajoutent des grandes salles de réception. Vous avez en partie centrale, le corps central, le rez-de-chaussée où va s'installer Caroline au rez-de-chaussée. C'est elle qui est Altesse impériale, c'est elle qui reçoit, c'est elle qui a l'appartement d'apparat. Son mari est à l'étage. Et vous avez dans le retour à gauche la partie qu'on appelle appartement privé de Caroline. Donc elle a une grande partie du rez-de-chaussée et lui il a le premier étage. Et surtout, ils vont refaire tout le jardin qui avait été extrêmement abîmé pendant la Révolution puisqu'il servait pour faire des fêtes. On allait danser dans les jardins de l'Élysée. Un des éléments très importants qu'elle va commander, en fait, on sait qu'elle a des rapports très étroits avec ses architectes. On voit beaucoup d'échanges, surtout à Naples, mais on en voit déjà avant. Elle va faire commander ce grand escalier, l'escalier de l'Élysée que vous voyez aujourd'hui, est une commande de Caroline Murat, et ensuite elle s'y fait représenter. C'est vraiment un moment de bravoure. Alors il faut imaginer qu'il y avait à l'époque un tapis, non pas bleu, blanc, rouge comme aujourd'hui, mais ce qu'on appelait peau de tigre. Alors c'est pas vraiment une peau de tigre, ce qu'on appelait peau de tigre, c'est plutôt léopard. Mais ça devait être génial, l'escalier de l'Élysée en léopard. Je pense qu'on pourrait proposer de refaire la chose. Et je vous ai mis à droite un portrait d'une personnalité qu'on connaît de nom, mais en général, personne, je pense, ne le reconnaîtra, c'est Carême. Carême, ce grand pâtissier et ce grand cuisinier, qui au départ est pâtissier, mais qui est un grand cuisinier, que Talleyrand, en fait, va venir le voler à Caroline. C'est elle qui va le découvrir, il va faire énormément de travail à l'Élysée. Donc elle est découvreuse de talent aussi culinaire. Un exemple du mobilier qui permet de montrer aussi la richesse, vous avez son lit d'apparat, une grande table qu'on appelle table à la grecque, qui était complètement un modèle extraordinaire dessiné par Percier. L'ensemble des meubles ont été fournis bien sûr par la maison Jacob Desmalter, qui fournissait bien sûr l'empereur, et les sièges du grand salon. On est dans du bois doré. Alors il faut imaginer, là le lit est reconstitué, mais pas tout à fait comme il était à l'époque. Il faut imaginer les coussins que vous voyez sur le lit avec 3 galons d'or plus des C à l'intérieur. Alors le début de l'empire des Murat, c'est un peu nouveau riche, je n'aime pas trop dire ça, mais voilà, ça en jette. Puis petit à petit, le goût va s'assagir, mais c'est aussi ce que veut l'époque et ça ressemble à ce qui se fait ailleurs, ce n'est pas proprement Murat. Une pièce qui est souvent connue et qui va être vraiment son boudoir, ce qu'on appelle le boudoir d'argent. Vous avez Caroline représentée dans le boudoir d'argent par Hippolyte Lebas. Il faut savoir qu'au moment où elle se fait représenter, elle n'est plus propriétaire de l'Élysée. Mais cette pièce est tellement célèbre qu'elle veut rappeler qu'elle a été à l'origine de cette pièce, puisqu'elle va habiter à l'Élysée quand elle revient de Naples en 1810 pour organiser une fête à l'empereur et elle se fait représenter. Le boudoir d'argent, vous avez les meubles qui sont présents aujourd'hui, donc un meuble ici qui reprend un dessin d'un siège qui a été fait pour Joséphine, donc toujours l'idée de copier et d'avoir le plus beau par rapport à l'empereur. Et puis cette petite table avec une micro-mosaïque au-dessus qui représente les colombes de Pline, et la petite table sur laquelle s'appuie Caroline, mais c'est aussi la petite table sur laquelle Napoléon va abdiquer en 1815. Et c'est dans cette pièce que Napoléon III va décider du coup d'État pour prendre le pouvoir, pour créer le Second Empire. Donc c'est une pièce extrêmement importante qui existe toujours aujourd'hui. Vous avez ici voilà, à quoi il ressemble. Alors il y a un bureau qui a été rajouté début du XXe siècle, mais on a toujours l'ensemble de mobilier et il est de couleur violette, c'est la couleur qu'avait voulu Napoléon. Vous l'avez vu en orange, on l'appelait ponceau à l'époque. C'était la couleur qu'avait souhaité Caroline. Moi j'avoue que je préfère en orange qu'en violet, mais après chacun ses goûts. Une autre pièce qu'on connaît à l'Élysée, on appelle le salon Murat, qui a été longtemps le salon où se passait le Conseil des ministres. Et en fait, dans l'entre-fenêtre, vous avez une représentation de la colonne Trajane, qui est la représentation de Napoléon. Et puis, il y avait tout autour un élément décoratif qui permettait de montrer leur gloire, la campagne d'Égypte, la campagne d'Italie. La campagne d'Italie est encore présente, mais l'Égypte, le tableau est au Louvre. Une représentation du château de Benrath, qui est leur château de Grand-Duc de Berg, et de Neuilly. Donc, ils vont montrer leur richesse, et c'est dans cette salle qu'on dansait. La salle d'à côté,
grand espace que je vous ai montré tout à l'heure servait pour recevoir pour des dîners. On va surtout avoir dans ce goût de Caroline Murat, ce qui est important à savoir, c'est qu'elle va aussi développer un goût pour les collections et surtout lancer beaucoup de créations. À l'Élysée, vous avez par exemple un tableau du Corrège, qui est aujourd'hui un des l'éducation et l'amour, vous voyez au centre, qui est un des chefs-d'œuvre de la National Gallery de Londres aujourd'hui, mais ils l'ont acheté très tôt. Joachim et Caroline, pour le mettre à l'Élysée, et ils aimaient tellement cet objet qu'ils l'ont transporté toute leur vie jusqu'à le vendre au moment en exil, lorsqu'ils avaient besoin d'argent, à un Anglais, et c'est comme ça qu'il est à la National Gallery. Vous avez à droite un tableau de Marguerite Gérard. Elle va soutenir beaucoup de peintres femmes, Henriette Lorimier, Marguerite Gérard, et puis beaucoup de créations contemporaines de son époque, Ingres Granet, on le verra plus loin. Et puis surtout, il faut montrer on reprend les codes d'Ancien Régime, c'est aussi ça qui est intéressant, pour exister, on reprend les codes d'Ancien Régime, et on a une collection de peintures anciennes, comme ici, un tableau de Piero di Cosimo, l'Adoration de l'Enfant Jésus, qui était présent à l'Élysée et qui aujourd'hui est en Russie. Une autre résidence qui est